Mais depuis, rien du tout. Absolument rien. Aucune image des deux hommes. Comme si leur chemin ne devait jamais se rencontrer. Aucune image des deux hommes ensemble pour parler du pays. Aucune image. Donc, c'est comme on a pris M. Jean-Lucien Savy de Tove, on a dit, bon, toi, assois-toi là-bas. Quand on aura besoin de toi, on va te sortir, hein, on va te montrer. Quand on n'aura plus besoin, on te range encore dans les placards. Mais c'est quelle république qui fonctionne comme ça? C'est quelle république qui fonctionne comme ça? Chers compatriotes, on ne peut pas continuer par laisser le Togo dans cette gestion cavalière, cette gestion catastrophique d'un monsieur qui dispose le pays comme son bien privé et il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il doit travailler, quand est-ce qu'il ne doit pas travailler. Parce que j'ai voulu, pour commencer ce live, maintenant on va parler, on va rentrer dans le fond des sujets. On va parler on va parler de la sûreté. C'est ça qui intéresse les compatriotes. On va parler de la sûreté. Il y a le ministre de l'économie et des finances, monsieur, je pense, Barcola, qui a sorti une circulaire dans la semaine pour rappeler que désormais, le Trésor public ne prendra plus en charge les consommations en électricité et en eau des ministres qui sont au gouvernement. Et cette note a fait l'effet d'une surprise. Ça circule sur toutes les plateformes. Chacun a son avis à donner pour cette note-là. Il y a ceux qui applaudissent des deux mains. Il y a ceux qui émettent un avis contraire. Moi, je vais décortiquer un peu ça, cette note-là. Il y a des compatriotes qui m'ont envoyé aussi leurs observations. Je vais vous les lire. Je vais faire la mienne et puis je vais vous lire les observations de quelques compatriotes. Et vous allez voir que ces compatriotes et moi-même, nous avons presque la même lecture des événements. D'abord, c'est une note qui a plein d'irrégularités. C'est une circulaire. Une circulaire, excusez-moi, ne peut pas venir. Un instant. Je prends le. Je ne veux pas me perdre dans mes papiers. C'est une circulaire et une circulaire ne peut pas remettre en cause des. Je vais vous lire les anomalies. Je vais vous lire les anomalies de cette histoire-là. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Voilà ce qu'un compatriote écrit. Je partage ça avec vous. Lui, il a écrit, il a publié. Et je pense que nos idées se recoupent. Il dit, Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer l'initiative contenue dans votre lettre circulaire, numéro machin du 23 mai 2005, relative à la prise en charge personnelle des consommations domestiques d'eau et d'électricité par les ministres. Une telle mesure s'inscrit en effet dans une logique de responsabilisation, de justice budgétaire, de bonne gouvernance. Toutefois, dans un souci de rigueur juridique et administrative, il convient de souligner certaines irrégularités de forme et de fond, notamment sur le plan chronologique qui mérite clarification. Incohérence des dates. La lettre est datée du 23 mai 2025, mais elle annonce une mise en œuvre à compter du 15 mai. Vous voyez déjà, c'est la première anomalie. Soit avant la date de signature de document. Ça, c'est un. Juridiquement, il serait inapproprié, voire nul, d'appliquer rétroactivement une décision administrative qui n'a pas encore été formellement notifiée aux intéressés à la date de son entrée en vigueur. Le principe de sécurité juridique impose que toute décision produise ses effets
à une date postérieure ou simultanée à sa publication ou notification. Absence de fondement juridique. Il aurait été utile, Monsieur le ministre, d'indiquer la base légale ou réglementaire autorisant cette modification dans la gestion des avantages liés aux fonctions ministérielles. Exemple, un décret, une ordonnance, une loi des finances. Le ministre n'a rien indiqué. Il n'a référencé sa circulaire à aucun décret, à aucune loi, à aucune ordonnance. Il a écrit comme ça. C'est une circulaire, c'est un papier volant comme ça. Le flou sur la portée de la mesure. Le texte évoque les résidences personnelles ou privées des ministres, sans préciser si cela inclut ou non les logements de fonction. Une clarification serait nécessaire pour éviter des interprétations divergentes. Je continue. Communication en amont. Pour une transition harmonieuse, il aurait été judicieux d'accompagner cette mesure d'un préavis raisonnable, permettant aux ministres concernés de s'organiser financièrement et contractuellement avec les opérateurs de la CET et de la TDE. Bon, je m'arrête là. Il y a une autre observation que je vais vous lire et je vous donnerai mon avis. Excusez-moi de lire tout ça. Voilà. La vraie question, voilà un autre compatriote, la vraie question est de savoir si les avantages dont jouissaient les ministres leur avaient été accordés par un arrêté, par une loi ou par un décret. Si c'est un arrêté, si c'est une loi, si c'est un décret, le ministre devait se référencer soit à l'arrêté, à la loi ou au décret. Et donc, on devait savoir en quelle année ça a été, ces avantages ont été accordés. Dans le cas, seul l'arrêté, dans ce cas, seul l'arrêté, seul le décret ou la loi pourrait les en priver, mais sans rétroactivité. Et donc, le ministre ne peut pas prendre une circulaire pour abroger des avantages qui ont été accordés à des ministres, soit par une loi, soit par un décret, soit par un arrêté. Donc, vous voyez comment le Togo est dirigé comme, c'est pas une épicerie de quartier. Une circulaire en droit est un acte unilatéral destiné à expliquer un texte. Une circulaire en droit est un acte unilatéral destiné à expliquer un texte. Voilà le sens et la portée d'une circulaire en droit. Elle permet à une autorité de donner des instructions à ses services ou fournir une interprétation des lois et règlements qu'elle doit appliquer. La circulaire ne crée pas des droits ou des obligations pour les administrer. Elle ne peut pas déroger aux lois ou règlements. Et donc, en l'espèce, le ministre devait au moins nous référencer sur la loi, le décret ou l'ordonnance qui a permis d'accorder ces privilèges à ces ministres. Et donc, le décret devait venir abroger ces privilèges-là. On n'a jamais eu, il n'a pas référencé, il n'a rien référencé. Donc, ça, c'est sur la forme. Ça, c'est pour la forme. Et le ministre des Finances, c'est un juriste, c'est ce que j'ai appris. C'est un juriste. Normalement, juriste qu'il est, il devait savoir qu'une circulaire, il devait connaître la portée et le sens d'une circulaire. Et il devait savoir qu'une circulaire ne peut pas abroger des avantages qu'on a accordés à des gens par la loi. Mais il le fait quand même. Mais plus grave, lui qui est qui tient le cordon de la bourse dans le pays, c'est-à-dire lui qui tient la caisse du pays, il ne nous dit pas combien l'État prend en termes de finances. Combien l'État dépense chaque année pour les besoins en eau et en électricité de ces ministres-là. Pour que nous sachions qu'en abrogeant les privilèges, voilà ce que l'État engrange comme économie. Normalement, dans cette circulaire-là, le ministre devait nous dire les avantages qu'on accordait à ces ministres-là, c'est 1 milliard par an, c'est 2 milliards par an, c'est 300 millions par an, c'est 400 millions par an. Comme ça, cet argent-là va revenir dans les caisses de l'État et avec cet argent, on peut construire des écoles, on peut alimenter des bibliothèques, on peut acheter des laboratoires, on peut acheter des ambulances.
Le ministre des Finances ne nous dit absolument rien sur le montant qu'il débloque au Trésor pour prendre en charge les besoins en électricité et en eau de ces ministres-là. Il ne nous dit rien. Et pourtant, c'est un ministre des Finances. C'est lui qui devait nous donner les chiffres. C'est un ministre des Finances. C'est lui qui devait nous dire la charge en électricité et en eau de ces ministres-là revient au Trésor public chaque année 2 milliards, chaque année 3 milliards. Et comme l'État est en difficulté, l'État ne peut plus consentir 3 milliards pour l'électricité des ministres, pour l'eau des ministres. Donc, l'État va orienter les 3 milliards, les 2 milliards, les 1 milliard pour construire des écoles, pour construire les hôpitaux ou pour alimenter ou pour donner des bourses aux étudiants. Le ministre des Finances ne nous dit rien sur ce que cela coûte à l'État chaque année de prendre en charge les besoins de ces ministres-là. C'est quand même surprenant de la part d'un ministre des Finances qui est en plus un juriste de profession. Normalement, en tant que juriste, il ne devait pas signer une circulaire pour abroger peut-être une loi ou un décret, mais qu'en plus, en tant que ministre de l'économie et des finances, il ne nous dit rien sur ce que le Trésor dépense chaque année pour prendre en charge ces ministres-là. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucune assurance que cette circulaire sera prise en charge, qu'elle sera exécutée. On n'a aucune assurance. Aucun Togolais n'a aucune assurance que demain, parce qu'on n'a aucun instrument de vérification. Normalement, on devait mettre en place une commission, comme on a maintenant un Sénat, on a des députés, on peut choisir des associations des consommateurs, de la société civile, on prend 2 sénateurs, on prend 2 députés, on met une commission en place pour faire un travail et rendre compte au peuple en disant, effectivement, nous avons fait un travail, on a fait des vérifications et on a eu l'assurance que désormais, ces ministres-là payent directement eux-mêmes leur propre consommation. Donc, ce n'est qu'une commission. Normalement, c'est le travail des députés, comme on a des sénateurs maintenant, de tous ceux qui sont dans cette histoire-là, qui doivent se mettre ensemble pour procéder à une vérification de ce qui a été décidé. Donc, on n'a aucune assurance que cette histoire sera véritablement appliquée. On ne sait pas ce que ça a coûté à l'État depuis des années. On a des ministres qui ont fait 12 ans au gouvernement, 13 ans au gouvernement, 14 ans au gouvernement, 15 ans au gouvernement. Donc, pendant toutes ces années-là, ces gens-là ont consommé l'électricité, ont consommé l'eau sans payer. Mais les Togolais qui ont une seule facture, la deuxième facture qui arrive, la société vous coupe le courant. Et vous payez en plus les frais de coupure. Les Togolais ont une seule facture, la société vient, elle coupe le courant. Les Togolais qui ont une seule facture d'eau, la TDE vient, elle coupe l'eau. Et on vous fait payer encore les frais de coupure. On vous fait payer en plus les frais de coupure. C'est-à-dire, quand la société vient couper l'électricité chez vous, vous ne payez pas seulement la facture, elle vous fait payer les frais de coupure. Quand la TDE vient couper l'eau chez vous, elle vous fait payer les frais de coupure. Mais pendant ce temps, on a des gens qui sont restés au gouvernement pendant 17 ans, pendant 13 ans, pendant 14 ans, sans payer un seul franc de leur consommation d'électricité et d'eau. Et pourtant, c'est eux qui utilisent beaucoup plus d'eau. Vous savez que la plupart de ces ministres ont des piscines chez eux. Pour parler de la TDE, la plupart des ministres, là, ils ont des piscines dans leur maison. Et tout le monde sait comment les piscines consomment l'électricité. Une piscine, elle consomme à la fois l'électricité, elle consomme beaucoup d'eau. Une piscine consomme à la fois beaucoup d'électricité et beaucoup d'eau. Et donc, la plupart de ces ministres ont fait construire des piscines dans leur maison. Et donc, pendant 18 ans, pendant 17 ans pour certains, pendant 15 ans pour d'autres, ils ont utilisé à fond le courant, alors que c'est eux qui sont déjà gracieusement payés par l'État et ils n'ont jamais payé les frais d'électricité, les frais d'eau. Ça, c'est une partie une facette du problème. On prend la deuxième facette du problème. Quand le ministre des Finances dit les résidences des ministres, c'est quel genre de résidence? Est-ce que c'est leur résidence principale qui leur sert de résidence de fonction ou c'est leur résidence secondaire? On sait que chez nous, les ministres ont plusieurs résidences. C'est pour ça d'ailleurs que les gens refusent de déclarer leurs biens. Donc, lesquelles de leurs résidences ne seront pas pris sont désormais privées? Il faut qu'on nous dise. Il y a des ministres qui ont 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons.
lesquels de leurs résidences ne seront plus pris en charge par l'État. Il faut qu'on nous dise. C'est pour ça que nous n'avons aucune assurance que cette histoire-là est quelque chose de sérieux. C'est ça la réalité. Autre chose, le Premier ministre lui-même, puisqu'il est maintenant Premier ministre, Faure Gnassingbé, est-ce que lui, il est concerné par la circulaire? Puisque de tous ceux qui sont là, c'est lui qui a plus de maisons au Togo. La dernière fois, on en a recensé au moins 18. Sur l'ensemble du territoire, on a recensé au moins 18 maisons de Faure Gnassingbé. On ne sait pas dans combien de maisons il dort. S'il a le don d'ubiquité, au moins, il a 18 maisons. La dernière fois qu'on a recensé, au moins 18 maisons. De Lomé à Saint-Cassé, il a au moins 18 maisons. Et toutes ces maisons utilisent le courant en permanence avec des groupes électrogènes que la CET a achetés. La CET a doté toutes les résidences de Faure Gnassingbé de groupes électrogènes avec les frais de la CET. Et donc, les résidences de Faure Gnassingbé, qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire, plus les résidences de son père, eux, ils vont payer ou pas? Il faut qu'on fasse un recensement de toutes les maisons de Faure pour qu'on sache de toutes ces maisons lesquelles sont éligibles ou non éligibles. Parce qu'il est aujourd'hui Premier ministre. Donc, il doit s'aligner aussi sur la décision du ministre. Parce qu'il est le premier des ministres. C'est ça la réalité. Donc, on doit savoir si de ces 18 maisons ou de ces 20 maisons, l'État ne prend en charge que 2. Le reste, il est déjà bien payé pour payer lui-même l'électricité. Parce que ce sont ces maisons de Faure Gnassingbé qui consomment plus le courant. Si on devrait normalement appliquer cette décision-là, ça devrait commencer par Faure Gnassingbé lui-même. Parce que Faure Gnassingbé lui-même, déjà, il est déjà gracieusement bien payé. Donc, il n'est pas concevable que lui, il soit au-delà de cette décision, que lui ne soit pas touché par cette décision. Normalement, c'est lui qui devait dire à peuple togolais, j'ai 18 maisons, moi-même je prends désormais 2 maisons en charge. Non, l'État prend 2 maisons en charge, moi-même je vais payer les 16 maisons, je vais payer l'électricité. Pourquoi nous devons continuer par payer l'électricité des maisons qu'il faudra construire un peu partout? Donc, si chaque année il construit des maisons, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Si chaque année, Faure Gnassingbé construit une maison, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, cette décision ou cet arrêté ou cette circulaire-là, c'est de l'enfumage. Vous savez pourquoi ils ont pris cette décision? Vous savez pourquoi ils ont pris cette décision et ils l'ont publiée? Ils ont pris cette décision parce qu'ils savent qu'à la fin de ce mois de mai, les foyers seront impactés par l'augmentation des factures. Ils savent qu'à la fin de ce mois de mai-là, les factures que les gens vont recevoir seront des factures qui seront élevées. Donc, les gens seront très énervés. Donc, pour faire croire aux gens qu'eux-mêmes, ils se sacrifient, ils disent, ouais, nous-mêmes, on va priver les ministres. Non, il faut arrêter la comédie. Le ministre ne nous dit pas non plus. Et tous les autres DG qui bénéficient aussi des largesses de la CET, est-ce qu'eux aussi, ils vont désormais payer leurs électricités? Les maîtresses de la République, elles vont payer leur propre électricité. Les autres enfants Gnassingbé, ils vont payer leur électricité. Les casernes militaires, ils vont payer leur électricité. Parce que c'est tout ça qu'on répercute sur les populations. À l'époque, quand je faisais l'autre journal, puisque avant, les réseaux sociaux n'étaient pas utilisés à fond comme aujourd'hui, quand je faisais l'autre journal, parce que nous, on avait déjà compris très longtemps qu'il fallait se passer des médias traditionnels pour utiliser les réseaux sociaux pour informer les gens. Donc, à l'époque, on faisait les émissions sur l'autre journal. J'avais révélé plusieurs fois que la CET, écoutez-moi très bien, la CET dépensait, je ne sais pas si elle continue par en dépenser, la CET dépensait jusqu'à une période récente 100 millions de francs CFA pour acheter du champagne à la présidence. Et pourtant, la présidence a déjà son propre budget de fonctionnement. La présidence a déjà son budget qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mais chaque année, la CET achetait 100 millions de champagne
à la présidence. Vous savez, on a classé le Togo comme l'un des importateurs de champagne en Afrique du Sud, après la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tout ça. Le Togo est, je crois, le 3e ou 4e importateur de champagne en Afrique de l'Ouest. Donc, chaque année, la CET dépensait 100 millions de francs pour acheter du champagne à la présidence, alors que la présidence avait déjà son propre budget. Le port aussi dépense de l'argent pour acheter du champagne à la présidence. La SNPT dépense de l'argent pour acheter du champagne à la présidence, alors que la présidence a déjà son propre budget. Donc, et 100 millions pour acheter juste du champagne pour la présidence. Au point que les gens qui étaient derrière ces commandes-là à la CET, certains ont créé les caves à vin à Lomé et ils ont commencé par vendre les caves, du champagne à Lomé avec leur maîtresse. Les gens qui étaient à la CET et qui étaient les responsables de les commandes du champagne pour la présidence, eux-mêmes, ils enlevaient quelques cartons qu'ils vendaient dans les boutiques de leur maîtresse. Ils sont devenus des vendeurs de champagne. Ils ne commandent pas que du champagne, ils commandaient aussi du vin de qualité supérieure et puis du cognac. Et le champagne qu'ils commandaient exclusivement, c'était le Runard. Donc, la CET commandait 100 millions de champagne Runard pour la présidence. Ils commandaient du vin Pétrus. Ils commandaient du cognac pour la présidence. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la CET est en difficulté. Nous sommes en train d'établir ceux qui ont vidé la CET, ceux qui ont vidé la caisse. Nous sommes en train de citer ceux qui ont détruit la CET. Il n'y a pas que seulement ceux qui ne payent pas les factures. Il y a ceux qui puisaient l'argent directement dans les caisses de la CET pour acheter du champagne pour la présidence. J'ai dit ça plusieurs fois quand j'étais au pays. 100 millions, écoutez-moi très bien, 100 millions de champagne que la CET achète chaque année pour la présidence. 100 millions. Je ne sais pas si cette pratique a cessé depuis, mais jusqu'à ce que moi je ne quitte le Togo, la CET dépensait 100 millions pour acheter du champagne pour la présidence. Alors que la présidence de la République a déjà son propre budget. Et dans le budget de la présidence de la République, il y a une rubrique qui est consacrée à l'achat de toutes les boissons qui doivent servir à meubler la présidence et les commodités du président. Comment voulez-vous qu'une société comme ça ne tombe pas en faillite? Un ministre comme Damipi, qui avait tous les avantages déjà de la CET, qui a fait construire sa maison par la CET, sa maison qui est à Balépédo là-bas. Avant, il vivait dans une cabane. Mais dès qu'il est devenu directeur de la CET, puis après ministre, tout ce qu'il a conçu là-bas, c'est l'argent de CET Contour Global, tout ce qu'il a volé. Et quand vous arrivez dans la maison de Damipia, à Balépédo là-bas, tout le matériel, en tout cas une grande partie du matériel venait de Turquie. Ils ont fait venir du matériel de Turquie. Et dans sa maison là-bas, il a un souterrain, il a une boîte de nuit, il a tout là-bas dans la maison là-bas. Et vous savez, à la CET, jusqu'à aussi à une récente période, il y avait une rubrique à la CET qui prenait en charge le vidange des puisards le vidange des puisards de Damipi. La CET avait une rubrique de 2 millions ou 3 millions qui servait à vider les puisards de Damipi. Je ne sais pas combien de fois il va au WC par an ou par mois. Je ne sais pas combien de fois il va au WC par jour, mais il y avait une rubrique dans les trucs de la CET qui ont accordé à Damipi de l'argent pour vider ses puisards chaque mois. Je pense que c'est 2 à 3 millions. Pour vider seulement son puisard. Vous voyez comment les gens ont détruit le pays. Il y a des choses qui se passent au Togo quand on t'en parle. Tu vas croire qu'on tombe de je ne sais où. C'est comme on revient de la planète Mars. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Avant que je ne continue, écoutez ce que Iou lui-même dit. Écoutez. Mais je te dis, le jour-là, j'avais interpellé le boss et le PM. Je leur ai dit, mais c'était une histoire sur, on voulait augmenter, il y avait une tentative d'augmentation du prix du kilowattheure. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la justice sociale? Qu'on me dise, quelle est la justice sociale? Qu'un ministre, quelles que soient ses charges, qui a accepté cette fonction, donc, de se sacrifier pour le pays, qu'on lui paye l'électricité, et pendant que les autres crament sous le soleil, il a toutes les chambres, y compris les couloirs, certains même leur garage climatisé, des factures qui vont jusqu'à 4 millions selon